Bonjour Anne, bonjour Brahima. Eh bien, il est 12h05. Béatrice, si tu veux commencer à partager ton écran et présenter concept, je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi. Eh bien, merci Pauline. Et puis, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle session Meet and Share organisée par le réseau Concept. Réseau Concept qui est un réseau national de recherche sur la prévention primaire des cancers financé par l'INCa. Et je vais vous le présenter rapidement. Et surtout, nous avons un grand plaisir d'accueillir pour cette nouvelle session du Meet and Share qui portera sur les déterminants commerciaux de la santé, deux expertes sur le sujet, Karine Galopel-Morvan, qui est professeure des universités, enseignante à l'École des hautes études de santé publique, spécialiste internationalement reconnue des questions sur le marketing social et des déterminants commerciaux de la santé, et puis Anna Millot, qui est ingénieure de recherche avec Karine Galopel-Morvan sur ces mêmes sujets. Toutes les deux sont également membres de l'équipe INSERM RSMS 13009, c'est ça, 6, 9, C'est ça. qui travaille sur ces sujets. Et surtout, et c'est l'occasion de faire la publicité du dernier livre de Karine Galopel-Morvan, un livre pertinent et passionnant sur le marketing social et les nudges comme des outils et approches pertinents pour le changement des comportements. Et donc, vous voyez, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, on réfléchit au sein du réseau Concept. Et je vais en quelques slides rapides vous présenter Concept. Je vais partager mon écran. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Encore. Sinon, je peux le faire, hein, n'hésite pas. Alors, partager. Parfait, on voit concept. Très C'est pas bien. encore en présentation. Voilà, euh, Parfait, merci Béatrice. très bien. Donc, en trois mots, Concept, donc, qui est un réseau national de recherche sur la prévention primaire des cancers et dont l'objectif est de répondre aux enjeux aujourd'hui de la prévention primaire des cancers et de proposer des approches innovantes pour développer des approches en prévention primaire des cancers et transformer la façon qu'on a de traduire les connaissances sur les facteurs de risque en approche pertinente sur la prévention des cancers. Le réseau réunit 6 équipes de recherche et un partenaire de terrain, venant à la fois des disciplines des sciences humaines et sociales, 2 centres de lutte contre le cancer, le centre Léon Bérard et l'Institut Gustave Roussy, et également le Centre international de recherche sur le cancer, ainsi que l'IREPS de promotion de la santé, prévention au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Les objectifs sont donc développer de nouvelles approches fondées sur la recherche transdisciplinaire, l'expertise du terrain et le savoir des parties prenantes pour impliquer justement les personnes concernées dans l'identification, la conception et le design des interventions en prévention et intégrer plus particulièrement les interactions qu'on a entre comportement et environnement au sein des interventions de prévention. On a également comme un objectif traçant de répondre aux multiples fragmentations en prévention, comme par exemple les approches ciblées et les approches populationnelles, ou encore les approches dans le système de santé versus à l'extérieur du système de santé, pour devenir à terme un incubateur et un tremplin pour la recherche en prévention primaire des cancers. Le réseau est structuré autour de 3 grands thèmes: les approches participatives, la notion d'exposome qui est utilisée dans la recherche pour comprendre les déterminants et les facteurs de risque, mais qui est également un cadre et un guide pour les interventions en prévention, et la notion de planetary health qui s'intéresse plus particulièrement
à l'interaction réciproque et complexe entre comportements individuels et environnement pour voir des bénéfices mutuels et augmentés en s'adressant à ces deux dimensions. Voilà. Concept, c'est un réseau. Donc, on a des activités networking, des activités de formation et développement des compétences. Meet and Share en fait partie. On a des projets de recherche qu'on développe ensemble et on a également une activité autour des méthodes et des cadres conceptuels pour appuyer nos travaux de recherche. Voilà pour cette petite introduction et je vais donc tout de suite donner la parole à Karine Galopel-Morvan et Anna Millot. N'oubliez pas de nous faire part de vos remarques, questions. On aura un temps de réponse aux questions à la fin. Donc, vous avez le petit onglet en bas, Q et R, pour nous faire remonter vos questions auxquelles les intervenants pour en répondre à la fin de la présentation. Karine, Anna, c'est à vous. Merci beaucoup. En mettant le micro, ça va mieux. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup, Pauline. Merci au réseau Concept. Donc, effectivement, nous faisons partie de ce réseau. C'est toujours un vrai plaisir de participer aux réunions ou aux activités de ce réseau très convivial et très important sur la prévention primaire. Alors, comme le disait Béatrice, on va aujourd'hui vous parler de travaux qu'on mène depuis plus de 20 ans, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, hein, pas en ce qui concerne Anna. Pour partie à l'EHESP, puisque je suis arrivée à l'EHESP il y a environ une dizaine d'années. Et on va se partager donc la présentation avec Anna Millot qui a soutenu sa thèse sur les déterminants commerciaux de la santé il y a très peu de temps, enfin, en septembre dernier à l'EHESP. On va vous présenter à la fois ce qu'il y a derrière marketing social, déterminants commerciaux de la santé, puis également des exemples de recherche que l'on mène au sein de notre laboratoire sur ces sujets. Donc, je laisse la parole à Anna pour commencer. Parfait, merci Karine, merci à toutes et à tous pour votre présence. Donc peut-être quelques mots d'introduction sur le marketing social, qui est notre discipline ici au sein de l'équipe. Donc le marketing social, en fait l'idée c'est de réutiliser des techniques qui ont fait leurs preuves, notamment en marketing commercial. Et donc c'est d'utiliser ces techniques-là pour analyser, planifier, exécuter et évaluer des programmes dont le but c'est la modification du comportement d'une cible d'individus dans l'objectif d'améliorer leur bien-être personnel, mais aussi celui de la société. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser des techniques de marketing, pas pour vendre un produit commercial, mais plutôt de l'appliquer à une cause, et en l'occurrence, pour nous, un changement de comportement qui soit favorable à la santé. Et donc, en marketing social, très rapidement, en fait, il faudrait, si on veut déployer une campagne basée sur le marketing social, il faudrait respecter différentes étapes pour que ce programme fasse ses preuves et soit réellement efficace. Et donc voilà les différentes étapes qu'il faudrait respecter, donc, qui est issu de cet ouvrage de Karine. Et donc, nous, on va vraiment s'attarder aujourd'hui sur cette première étape, qui est l'analyse de l'environnement et notamment de la concurrence. Parce qu'en fait, on sait qu'il peut y avoir une concurrence pour tout changement de comportement de santé, et notamment une concurrence de nature industrielle, et qui va avoir un impact négatif sur la santé. Et donc, c'est ce que l'on appelle, dans le champ de la santé publique, on utilise le terme de déterminants commerciaux de la santé. Donc, pour commencer donc maintenant sur cette thématique des déterminants commerciaux de la santé, il y a eu donc c'est une thématique qui est assez récente hein, dans le milieu de la recherche. Il y a notamment eu ce numéro, il y a eu un numéro spécial donc, dans cette revue The Lancet, qui est vraiment une revue de référence, et donc qui a publié voilà, plusieurs articles autour des déterminants commerciaux de la santé, qui sont très éclairants et qui nous permet vraiment de conceptualiser et de définir ce que sont les déterminants commerciaux de la santé. Donc, c'est un numéro qui a été publié l'année dernière, hein, je crois. Oui, en mars 2023, il y a tout juste un an. Et donc, dans ce numéro, voilà, on a notamment une définition qui est donc beaucoup reprise hein, par les chercheurs dans le champ des déterminants commerciaux de la santé. Donc, les déterminants commerciaux de la santé sont définis comme les systèmes, les pratiques et les voies par lesquelles les acteurs commerciaux influencent la santé et l'équité. Donc, ça peut
il peut y avoir une influence bien évidemment positive, mais nous, on va plutôt s'intéresser à cette influence qui va être négative. Et donc, c'est aussi un concept au-delà du milieu de la recherche académique. C'est aussi un concept qui est très porté par l'Organisation mondiale de la santé qui propose une autre définition qui est quand même assez proche. Juste peut-être pour ajouter, en fait, il y a eu un ouvrage qui est sorti très récemment aussi sur le sujet. C'est le premier sur la thématique, donc avec notamment deux collègues avec qui on travaille régulièrement sur ces sujets des déterminants de la santé, Nelson Mani et Marc Petitcrow. Et donc, voilà, c'est une thématique, comme je vous le disais, qui est portée par l'Organisation mondiale de la santé. Et lors d'un discours de l'ancienne directrice générale en 2013, mettait réellement en avant cette problématique, en fait, de dire que ça devient, voilà, si on veut faire de la santé publique, il faut vraiment s'intéresser à ces questions d'influence du secteur économique. Et notamment, elle disait dans son discours qu'on ne parle plus uniquement de Big Tobacco. Donc, Big Tobacco, c'est le nom qui était donné pour l'ensemble des entreprises qui produisent du tabac. Mais on peut aussi parler de Big Food, de Big Soda, de Big Alcohol. Et que finalement, toutes ces entreprises, elles vont mettre en place des stratégies de lobbying et d'autres stratégies commerciales pour pouvoir défendre leurs intérêts. Et finalement, il peut y avoir un peu une confrontation avec le milieu de la santé publique. Et donc, voilà, il y a eu aussi l'Organisation mondiale de la santé organise régulièrement des webinaires sur la question. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont encore accessibles en ligne, que vous pouvez regarder si cela vous intéresse. Et il y a des rencontres voilà, plein d'événements autour de cette thématique des déterminants commerciaux de la santé. Et pourquoi c'est vraiment intéressant de s'intéresser aux déterminants commerciaux de la santé? Parce qu'il y a une littérature de plus en plus abondante qui montre que notamment 4 secteurs industriels, donc notamment du tabac, de l'alcool, des aliments ultra-transformés, des énergies fossiles, seraient responsables d'environ 1/3 des décès. Et donc, ça représente 19 millions de morts à travers le monde tous les ans. Et c'est probablement un chiffre qui serait même sous-estimé. Et il y a d'autres secteurs, au-delà du tabac, de l'alcool, des aliments ultra-transformés, des énergies fossiles, d'autres secteurs d'activité aussi qui peuvent avoir une influence négative sur la santé. On peut parler aussi de la malbouffe, des réseaux sociaux et aussi de l'impact des réseaux sociaux, notamment sur la santé mentale. Mais on peut aussi parler de l'industrie pharmaceutique et des problématiques d'accès aux vaccins ou alors de problématiques de prix des médicaments qui seraient trop élevés pour certaines catégories de la population ou de certains pays à travers le monde. Et que les déterminants commerciaux de la santé aussi augmentent les coûts des soins de santé, aussi de la prévention, et peut accroître les inégalités sociales de santé et donc finalement toutes les dépenses publiques. Et donc, on peut aussi s'intéresser finalement quelles sont les différentes pratiques commerciales de ces entreprises qui vont produire des effets négatifs sur la santé et l'environnement. Donc, dans ce numéro spécial du Lancet dont je vous parlais, il y a donc ce graphique que l'on a repris ici et donc qui explique finalement que toutes des entreprises privées que l'on voit sur la partie gauche du graphique vont déployer plusieurs pratiques commerciales. Et ce sont l'ensemble de ces pratiques commerciales qui vont avoir une influence, notamment sur l'environnement politique et économique, et qui, in fine, va avoir une incidence sur la santé des populations et des individus de notre population. Donc, parmi ces différentes pratiques qui sont décrites, nous, au sein de notre équipe, on s'intéresse principalement à 2 pratiques commerciales. Donc, tout d'abord, les pratiques politiques ici et ensuite les pratiques marketing. Donc, tout d'abord, pour les pratiques politiques ou les activités politiques, on utilise aussi le terme de lobbying. Donc, c'est défini dans cet article comme les pratiques mises en place par les acteurs économiques pour empêcher, façonner ou contourner les politiques publiques d'une manière à favoriser leurs intérêts privés. Donc, parmi ces différentes activités politiques, on peut parler de stratégies que l'on appelle stratégie de lobbying direct. Donc, ce sont les rencontres, les relations directes ou les rencontres entre les acteurs économiques et les élus ou les décideurs politiques ou les hauts fonctionnaires, par exemple. Ça peut être aussi des constitutions de groupes de soutien ou des constitutions de groupes de façade. Donc, les groupes de façade, ça va être la mise en avant
de certains groupes qui vont avoir finalement une image un peu plus positive que les industriels. Par exemple, pour l'industrie du tabac, elle a plutôt une image assez négative au sein de la société et auprès des décideurs politiques. Donc, ils vont plutôt utiliser d'autres groupes, notamment en l'occurrence en France, les buralistes, qui ont une image beaucoup plus positive, mais qui vont finalement aussi défendre les intérêts des acteurs économiques et des industriels. On a aussi une autre stratégie qui est la production et la diffusion d'informations qui va arranger l'industrie. On a l'exemple du trafic illicite du tabac en France, où régulièrement l'industrie du tabac finance et publie les résultats de ses études qui visent à montrer l'ampleur et l'explosion du commerce illicite, avec toujours cette idée derrière qui est de dire pour l'industrie du tabac que la hausse des prix et notamment la taxation des produits du tabac n'est pas une mesure qui serait efficace. Alors que ce sont des études qui sont biaisées, qui sont dénoncées par les chercheurs indépendants, mais finalement, ça reste une stratégie qui fait ses preuves pour l'industrie, puisque régulièrement, la taxation est une mesure qui est extrêmement contestée et qui n'est pas forcément adoptée annuellement. Une autre stratégie aussi qui est bien décrite dans la littérature, ce sont toutes les actions de menace ou de menace de mener des actions en justice. L'idée, c'est de faire peur, en fait, d'intimider les opposants et les décideurs politiques qui seraient favorables aux mesures de santé publique. Un exemple, ce serait par exemple pour les pays qui souhaitent déployer des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes ou paquets neutres. Quand on est notamment sur des pays pauvres, l'industrie du tabac les menace de procès. Étant donné qu'ils ont assez peu de moyens, ils reculent, hein. Ça a été le cas par exemple pour le Népal il y a un certain nombre d'années. Et donc, l'autre stratégie, enfin, l'autre pratique commerciale que l'on étudie au sein de notre équipe, ce sont les pratiques marketing. Donc, ce sont tous les outils et techniques qui visent à promouvoir les ventes de produits ou de services des acteurs économiques. Donc, notamment, voilà, on va regarder quelles sont les pratiques marketing qui visent à augmenter la demande et la consommation des produits et des services, mais aussi cette question du marketing agressif envers des populations vulnérables et notamment les jeunes et les populations les plus défavorisées ou alors aussi des populations alcoolodépendantes qui seraient donc plus à risque de rechuter, par exemple. Alors, le marketing, ça intègre beaucoup de choses. On voit beaucoup la publicité, mais il y a aussi le packaging, il y a aussi le placement de produits dans les films, il y a aussi la présence des marques à travers des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des prix extrêmement faibles pour attirer, par exemple, les jeunes vers l'alcool. Voilà, on n'a pas que bien sûr la publicité, donc on étudie aussi dans notre labo autre chose que la publicité. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut faire quand on s'intéresse aux déterminants commerciaux de la santé? Tout d'abord, c'est vraiment fondamental de s'y intéresser parce que ça permet d'identifier les acteurs, parce que finalement, c'est un ensemble d'acteurs qui vont produire des effets négatifs et aussi mieux décrypter leurs différentes pratiques commerciales. Et c'est aussi cette idée de faire prendre conscience et de mieux connaître ces différents effets sur la santé et notamment mieux informer l'opinion publique et les décideurs politiques. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les associations de prévention qui ont ce rôle-là plutôt de faire du plaidoyer et d'informer la population. Et aussi, on a tout un volet où on essaye de proposer des solutions pour pouvoir réduire l'impact négatif de ces déterminants commerciaux de la santé, et notamment tout un rôle de régulation et d'information, notamment auprès des décideurs politiques. Régulation, par exemple, du marketing. Voilà. Typiquement, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, je vais prendre la parole pour vous présenter un peu ce qu'on fait. Alors, on a pris 2 exemples, parce que forcément, vu que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille là-dessus, on a plusieurs thématiques, plusieurs exemples de travaux. Donc, nous, on se focalise seulement sur les comportements addictifs. On travaille beaucoup sur le tabac et l'alcool. À ces 2 niveaux, de ce que vient de décrire Anna, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu les stratégies de lobbying des industriels du tabac et de l'alcool qui influencent donc les lois, par exemple les régulations du marketing. On a fait des études sur notamment le lobbying contre la loi E20 par rapport à la publicité. Je vais en parler tout à l'heure pour l'alcool. Et du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de ce lobby et puis également on regarde au niveau du marketing
qui est permis du coup par la non-régulation de certaines pratiques grâce au lobbying. On regarde l'influence de ce marketing sur des populations variables, hein. Soit on est en grand public classique, soit on est sur des populations vulnérables. On peut faire des études sur les mineurs, sur les jeunes adultes. On a aussi fait une étude extrêmement éclairante et à la fois bouleversante sur la façon dont les populations, enfin sur les personnes en mésusage d'alcool perçoivent et reçoivent le marketing, hein, notamment quand ils essayent d'arrêter et qu'ils sont en cure de sevrage. Voilà pour les différentes cibles qu'on regarde. On va vous donner donc, je vais vous donner 2 exemples de travaux on a réalisés récemment autour du marketing, tout d'abord spécifiquement sur l'alcool, et puis le lobbying sur le tabac. Alors, je précise juste quand même que c'est... Bon, on a présenté l'étude dont je vais vous parler dans des colloques, hein, et dans des abstracts, mais c'est une étude qui n'est pas encore publiée pour le moment. Elle est en soumission. On a plusieurs sujets autour de l'alcool et également du marketing, hein. Donc, je vous mets ici quelques exemples de travaux qu'on a pu réaliser sur alcool et tabac aussi. Autour de la publicité, essentiellement, on a beaucoup travaillé sur le paquet de cigarettes, le rôle du paquet de cigarettes et comment contrer ce paquet de cigarettes très attractif par le paquet neutre. On a beaucoup travaillé sur le paquet neutre. Alors, je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée ces dernières années qui essaie de regarder un petit peu l'intérêt et l'efficacité de la loi E20. Alors, la loi E20, c'est une loi qui a été votée en 1991 en France, qui était très précurseur à l'époque sur ces sujets, et qui, entre autres, hein, je vais juste m'intéresser au volet publicité et alcool, qui interdit au niveau de la publicité alcool de faire un peu des publicités qui ont un contenu très attractif. Je pense que c'est assez clair en vous montrant ce que ça veut dire. En fait, en France, on peut faire de la publicité pour de l'alcool seulement si on présente dans ces publicités des informations objectives et sur le produit. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur la gauche de votre écran. On n'a pas le droit en France d'associer l'alcool ou une marque d'alcool à des situations positives, des publicités qui pourraient faire penser que si vous buvez de l'alcool, vous êtes mieux inséré socialement, etc. Donc, la publicité que vous voyez au centre de l'écran n'est pas autorisée en France et celle que vous voyez à droite où on utilise un joueur de foot pour vanter une marque d'alcool, ce qui peut paraître un peu incongru d'ailleurs, n'est pas non plus autorisée en France. Alors, notre étude avait pour objectif, hein, donc c'est une étude financée par l'Institut Cancer, de regarder l'intérêt de la régulation des publicités pour l'alcool au niveau du contenu. Alors, à la fois, on a fait des études classiques Calicanti, je ne vais pas vous les présenter parce que c'est un peu classique, mais on a regardé aussi ce qui se passait dans le cerveau des gens quand ils sont exposés à des publicités qui ne respectent pas la loi E20. Bon, donc on a travaillé, alors je n'ai pas fait ça bien sûr toute seule, hein, on a travaillé avec des collègues de l'Université de Rennes. On travaille sur ces sujets, on travaille beaucoup en interdisciplinaire, je trouve ça aussi très intéressant. Donc, on a travaillé, entre autres, avec des collègues en neurosciences. Et au CHU de Rennes, là, il y a la possibilité de louer un scanner, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on mettait, en fait, on a testé l'impact de différentes publicités à niveau d'attractivité différent sur des hommes droitiers, hein. On a contrôlé au maximum un grand nombre de facteurs non alcooliques, mais qui étaient quand même consommateurs d'alcool, donc des jeunes adultes de 18 à 25 ans, qui étaient donc invités à participer à l'étude. Donc voilà, on les mettait dans le scanner et en fait, ils étaient exposés via un système de miroir, hein, à des publicités que nous, on voyait aussi sur l'écran, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Ils étaient exposés à peu près plus de 250 publicités dont le contenu était varié et en même temps, du coup, on enregistrait ce qui se passait dans leur cerveau. Donc, il y a eu exactement 288 stimuli qui ont été conçus, donc des publicités par une agence. Et vous voyez qu'on a augmenté au fur et à mesure l'attractivité de la publicité. Donc, on avait une publicité très neutre qui finalement correspond un peu à ce que veut la loi E20, c'est-à-dire on présente juste le produit, hein, donc d'informations objectives et neutres sur le produit. Une publicité qui intègre du contexte, donc celle-ci, normalement, la deuxième, elle ne doit pas être vraiment très autorisée par la loi E20. Contexte de sport et contexte de fête. On a intégré dans les publicités testées des personnages pour voir si la présence d'un personnage
a un quelconque effet sur ce qui se passe au niveau cérébral. Et on a également utilisé des publicités qui présentaient et qui utilisaient des personnes célèbres pour voir en fait si justement en fonction de cette augmentation de l'attractivité, il se passait des choses particulières au niveau du cerveau. Alors moi, je ne vais pas m'amuser à vous décrire ça parce que je ne suis absolument pas spécialiste en neurosciences, mais juste voilà, s'il y a des gens intéressés, voilà, on a regardé un peu ce qui se passait selon la présence d'un personnage, selon les publicités neutres et selon la présence d'un personnage célèbre. On a regardé ce qui se passait au niveau du cerveau. Et avec mes collègues en neurosciences, là, on a essayé d'analyser les choses. Alors, ce dont on s'est rendu compte, je vous le fais rapide, c'est que en fait, le système de récompense du cerveau était activé face à des publicités pour l'alcool de manière générale. Et plus en fait les publicités sont attractives, c'est-à-dire plus elles sont présentées dans un contexte attrayant de fêtes de sport et quand elles présentent en particulier des personnages, donc non célèbres, on n'a pas trouvé ça au niveau des personnages célèbres, en fait l'activation de cette zone du système de la récompense est d'autant plus fort. Voilà, alors on a aussi évidemment ce qu'on appelle triangulé, c'est-à-dire que cette étude-là, on l'a aussi faite sur, alors pas forcément avec 288 stimuli, mais on l'a également faite avec des méthodologies qualitatives, des entretiens, avec de l'expérimentation, et on trouve la même chose, quelle que soit finalement la méthode qu'on utilise, on trouve qu'il y a vraiment un effet importante du contexte de la publicité, donc là au niveau cérébral sur le système de récompense, et nous dans les études que l'on mène avec des questions sur l'envie d'acheter le produit, l'envie de consommer le produit, le fait de trouver la publicité sympathique, etc., et de banaliser la consommation d'alcool. Bon, en résumé de cette étude, ce qu'on a proposé comme recommandation concrète, c'est qu'on a donc pu voir, même si évidemment il y a plein de limites, c'est un petit nombre d'échantillons d'individus testés, etc. On s'est quand même rendu compte que la loi E20, en tout cas sur la partie contenu, était extrêmement pertinente. Que c'était important donc forcément de la respecter, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui en France malheureusement. Et c'était important aussi de mentionner qu'il est très dommage finalement d'avoir eu une évolution autour de cette loi E20 puisqu'il y a eu un lobbying de l'industrie du tabac très fort. Lobbying de l'industrie. Pardon, alcool. Merci, Anna. Pour faire évoluer cette loi E20 sur le plan du contenu, puisqu'à partir de 2005, il a été possible d'ajouter des personnages dans ces publicités. Alors, c'est des personnages soi-disant qui sont liés avec la production, la vente d'alcool, mais enfin, vous voyez là sur Carlsberg, par exemple, ce n'est pas le cas. C'est des publicités, enfin des canettes qu'on peut trouver en France. Et donc, on voit bien que le fait d'ajouter un personnage, c'est absolument pas neutre sur les publicités, puisque c'est ce qui a vraiment beaucoup activé les circuits de la récompense au niveau de notre étude. Voilà pour un exemple d'étude que l'on mène. Alors, finalement, ce qu'on fait, et c'est pour ça que, comme le disait Anna, on travaille beaucoup avec les associations qui forcément récupèrent les résultats de nos études scientifiques pour ensuite essayer de faire du plaidoyer de leur côté pour renforcer la loi E20, pour la rétablir telle qu'elle était proposée au départ sur le contenu de l'alcool et pour communiquer aussi en termes d'arguments auprès des élus à côté des associations. Voilà pour un premier exemple d'étude. Alors, la deuxième étude qu'on a pu réaliser, donc là, les travaux sont publiés ou en cours, ça va bientôt être publié pour le dernier papier sur ce sujet. On a regardé un petit peu ce qui se passait en France au niveau du lobbying des industriels du tabac. Alors, on le fait encore une fois aussi sur l'alcool, mais voilà, je vais vous présenter les résultats d'une étude sur le tabac. Voilà quelques travaux qu'on a pu réaliser là-dessus, en particulier la thèse de Dana, qui a analysé le lobby de l'alcool et du tabac sur différentes thématiques. Peut-être à noter aussi un ouvrage qu'on va sortir en juin 2024 qui s'appelle « Alcool, santé, prévention, marketing et lobbying » où on explique aussi le lobbying de l'industrie de l'alcool et puis de l'expertise collective INSERM où j'ai pu écrire un chapitre sur ce sujet. Alors, on s'est focalisé dans le projet qui est financé par l'IRESP et l'INCa, qui s'appelle FELITAF, sur le lobbying de l'industrie du tabac en France et de leurs alliés pour contrer la hausse des taxes. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en résumé, si on prend un peu les travaux qui ont été réalisés sur le sujet de la hausse des taxes au niveau du contrôle du tabac, on sait que ça a beaucoup d'importance. C'est une mesure vraiment phare. Plus on augmente le prix et moins, notamment,
notamment l'accès pour les jeunes au tabac est facile, même s'il y a des phénomènes de trafic illicite qui peuvent se développer, mais globalement, si on a un contrôle de ce trafic, l'augmentation forte et régulière à plus de 10% des prix a vraiment un impact sur le niveau des ventes et sur la consommation. Alors, il y a eu je vous montre aussi, je vous parle d'un rapport pour vous montrer aussi le lien qu'on peut avoir avec les associations. Donc là, c'est l'Alliance contre le tabac qui a alerté un peu les journalistes, les citoyens récemment avec un rapport qu'ils ont sorti sur l'influence de l'industrie du tabac et de ses alliés en France. Et en particulier, ils expliquent les dépenses qui, à mon avis, sont à minima de lobbying mobilisées par l'industrie du tabac en France. Et ils expliquent aussi que grâce probablement à ce lobbying, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation du prix forte inclus dans le dernier plan national de lutte contre le tabac qui est sorti là en novembre 2023. Donc nous, on a décidé de se focaliser dans ce programme FELITAF justement sur ces hausses des taxes. Dans un contexte français, il y a déjà eu des études faites à l'international sur ces sujets des taxes, pas forcément tant que ça, il y a aussi des sujets sur la régulation du marketing ou autre, du tabac. Donc nous, on s'est focalisé sur la thématique des hausses du prix du tabac et des taxes du tabac en France sur une période d'analyse d'environ 20 ans. Et on a regardé un petit peu les stratégies de lobby des industriels du tabac, mais comme le disait aussi Anna, de leurs alliés, c'est-à-dire les buralistes essentiellement, à travers 3 études qu'on a publiées, comme je vous le disais, ou il y en a une qui est encore en cours de révision. On a regardé ce qui se passait dans la presse généraliste et on a regardé tous les arguments qui ressortaient autour de la hausse des taxes, donc pour ou contre la hausse des prix du tabac dans la presse généraliste quotidienne, nationale, etc. On a regardé également ce qui se passait, donc c'est l'article qui est en révision là, sur la presse professionnelle des buralistes et des industriels du tabac, parce qu'on se dit qu'ils se lâchent un peu plus sur cette presse professionnelle. Donc on a regardé aussi ce qu'ils disaient sur cette hausse des prix, comment ils réagissaient, les arguments qu'ils mettaient en avant, les stratégies qu'ils décrivaient. Et puis, pour terminer cette étude FELITAF, on a regardé aussi ce qui se passait dans les documents parlementaires, puisqu'en fait, tout est enregistré, on peut avoir accès à l'ensemble des débats qui ont lieu au niveau du Parlement. Donc, on a récupéré tous les docs qu'on pouvait au niveau de l'Assemblée nationale, et pareil, on les a analysés sur 20 ans, et on a regardé ce qui se disait et ce qui se passait autour des débats entre les élus dès lors qu'il s'agit de la hausse des taxes des produits du tabac. Alors, les résultats montrent donc sur la première étude autour notamment de l'analyse de ce qui se disait dans la presse généraliste, nationale, quotidienne. Sur l'ensemble de la période, peu importe, on a trouvé plus de 8000 arguments autour de la thématique de la hausse des prix, de la hausse des taxes des produits du tabac, avec différents acteurs qui s'expriment, à la fois des acteurs de santé publique, mais aussi des industriels du tabac, des acteurs proches des industriels du tabac. On retrouve des pics de publication qui sont très en lien avec les périodes politiques clés, où il est question d'augmenter les taxes, donc le plan cancer, le programme national de lutte contre le tabac. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des réactions. Alors je vais vous montrer essentiellement de qui. Je pense que vous devinez un petit peu dans cette presse généraliste. On a trouvé en termes de répartition qu'il y avait quand même forte majorité des arguments qui s'opposaient à la hausse des taxes, avec les arguments du trafic illicite, du marché parallèle et très régulièrement les chiffres dont vous a parlé Anna, les fameuses études KPMG qui sont financées par l'industrie du tabac, pour lesquelles on a une méthodologie qui est assez peu précise, on va dire, sur comment est-ce qu'ils calculent le pourcentage de vente illicite du tabac en France, et une trentaine à peu près 30% d'arguments en faveur, en disant que c'était une mesure importante, efficace, etc. Plutôt donc exprimer ces arguments en faveur par des acteurs de la santé publique, mais qui sont globalement timides. Vous allez voir, j'ai juste fait un petit graphique rapide. En revanche, ceux qui ne sont pas du tout timides sur cette question et qui s'expriment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la presse généraliste française, ce sont les buralistes. Pas vraiment beaucoup l'industrie du tabac, mais vraiment essentiellement les buralistes qui sont des porte-parole extrêmement efficaces pour contrer les hausses des taxes du produit tabac. Donc voilà, c'est un petit graphique rapide, mais qui vous montre, alors de gauche à droite, c'est plus on s'exprime et plus on est à droite, et plus on est en bas et moins on s'exprime favorablement
face aux hausses des taxes. Donc, vous voyez bien que les buralistes, c'est les premiers porte-parole des hausses des taxes par rapport à l'ensemble des acteurs retrouvés dans les sources. Et les acteurs de la santé, évidemment, ils s'expriment plutôt positivement, mais ils sont beaucoup plus timides en comparaison. Donc, on voit avec cette étude qu'il y a vraiment massivement une norme finalement à travers la presse généraliste qui est forcément assez lue par les élus, une norme qui s'installe et des arguments qui se diffusent régulièrement, même sur 20 ans, autour de non, c'est pas efficace, il y a le trafic illicite, c'est pas efficace, il y a le trafic illicite, etc., etc. Donc, on a regardé également ce qui se passait au niveau des 2 revues professionnelles majeures en France, des buralistes et de l'industrie du tabac. On a fait exactement la même chose, une analyse documentaire. On a récupéré tous les articles qui parlaient de près ou de loin des taxes. On a regardé ce que ça donnait en termes de stratégie par rapport à des modèles théoriques qui ont été publiés sur ces sujets. On a regardé les arguments. Et de la même façon, dans la presse généraliste, on s'est rendu compte qu'il y avait des pics de publication de ces articles, d'articles qui traitaient de la hausse des taxes quand il y avait des périodes politiques clés. Les buralistes étaient vraiment en fer de lance de ces actions de lobbying, beaucoup plus en avant et un peu en groupe de façade par rapport à l'industrie du tabac. On retrouvait les arguments classiques qu'on avait également pu relever dans la presse généraliste. C'est des marchés parallèles, c'est du trafic illicite, c'est une mesure qui n'est pas juste pour les fumeurs pauvres, etc. Et également intéressant par rapport à la littérature internationale, on s'est rendu compte qu'il y avait également des arguments très spécifiques au contexte. Donc, il y a vraiment une stratégie d'adaptation du lobbying des industries du tabac et de leurs alliés à des contextes français, avec précisément en mettant beaucoup en avant les buralistes dans ces arguments de plaidoyer et en mettant en avant des arguments sociaux, économiques, en disant que si on augmentait les taxes, il y aurait une disparition des buralistes et que du coup, les zones rurales allaient mourir en France, etc., etc. Voilà, puis on a également mis en avant le fait que les stratégies lobbying classiques qu'on retrouvait dans la littérature étaient pointées du doigt aussi, avec des rencontres régulières avec les élus, la création de coalitions, des diffusions d'infos pour discréditer la mesure, notamment autour des documents, des chiffres KPMG, des rencontres avec des décideurs, etc. Alors, ce qu'on a fait dans la dernière étude, c'est qu'on a regardé ce qui se passait au niveau des documents parlementaires et on s'est rendu compte un petit peu de la même chose que ce qu'on a vu dans les deux autres sources que je vous ai décrites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on trouve majoritairement des arguments contre qui sont donc émis par des élus qui participent au débat parlementaire, donc députés. Plus de 75% d'arguments contre, et on retrouve les arguments très proches de ce qui a été diffusé dans la presse professionnelle par les buralistes et essentiellement, et également ce que l'on trouve diffusé dans la presse généraliste par les buralistes de l'industrie du tabac. Donc il y a une reprise de ces arguments majeurs et clés portés dans les différents médias. Il y a une reprise de ces arguments par les députés au moment où il y a des débats autour de la hausse des taxes dans les débats parlementaires. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais. On a vraiment une reprise au niveau des documents parlementaires de ce qu'on trouve comme argument dans la presse généraliste et dans la presse professionnelle. Voilà pour cette étude sur le lobbying qui boucle un peu. Alors, c'est pareil, vous voyez, on triangule beaucoup, on appelle ça la triangulation sciences humaines et sociales. On essaie de voir, en fait, sur différentes sources, qu'est-ce qui ressort pour trouver une conclusion commune ou pas, d'ailleurs, en fonction des manières d'analyser le sujet. Voilà pour les deux études que je voulais vous présenter. Et on va terminer avec une ou deux diapos par notre conclusion. Alors, pour conclure sur notre présentation, globalement, on constate qu'il y a peu de recherches en France, mais aussi à travers le monde, finalement, sur cette thématique des déterminants commerciaux de la santé. On vous a mis ici un graphique qui est issu de Scopus. Scopus, c'est une grosse base de données où on peut retrouver de la littérature scientifique. Donc, on peut faire des recherches par mots-clés. Et donc, en utilisant le mot-clé déterminants commerciaux de la santé, on voit bien que ça reste quand même, qu'il y a très peu de publications par année. On constate quand même que depuis 2018, que ça devient, qu'il y a un certain engouement autour de ce sujet. Donc, on voit que de plus en plus de chercheurs s'intéressent à ces sujets et publient sur ces questions, mais ça reste encore trop peu et il faut vraiment mieux documenter les déterminants commerciaux de la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est utile
pour la société dans son ensemble, mais aussi pour les acteurs de la santé publique. Et ça permet voilà, de comprendre notamment les difficultés à changer les comportements qui sont encore trop peu connus. Et donc, ces travaux permettent voilà, de mieux informer, d'alerter sur ces différentes pratiques commerciales. Donc, nous, encore une fois, on s'intéresse plutôt aux pratiques marketing et de lobbying des entreprises. Et donc, ça peut faire l'objet voilà, de différentes formes de valorisation. Donc, au-delà des publications scientifiques, qui restent quand même une part importante de notre travail, mais on essaye aussi voilà, de valoriser autrement pour toucher le grand public. Et donc, on travaille notamment, comme on vous le disait, avec les associations de prévention, notamment Addiction France, qui publie régulièrement des fiches décryptage. Donc, il y a eu plusieurs fiches décryptage sur cette question, notamment du lobbying. Et aussi, voilà, l'Alliance contre le tabac. On peut aussi participer à des communications plutôt grand public. Donc là, c'est la 4e image que vous pouvez voir sur la slide. On avait été invité par la ville de Nantes pour parler de l'alcool et du marketing et des ouvrages aussi grand public sur cette question. Et donc tout ça, ça permet d'alimenter le plaidoyer des associations qui défendent la santé publique, mais aussi de proposer des recommandations pour les acteurs de la santé publique et pour les décideurs politiques qui finalement votent les lois de santé publique. Donc voilà, rapidement pour finir, quelques pistes de ce qu'on propose régulièrement sur le volet comment contrer le lobbying et les pratiques politiques des industriels. Donc déjà minimiser l'engagement des industriels. Bon, nous on travaille sur tabac, alcool dans la formulation des politiques, garantir la transparence des consultations politiques entre ces acteurs et enfin entre les entreprises et les acteurs, les élus, et avoir des politiques de transparence, quels que soient finalement les acteurs. À partir du moment où ils sont proches de l'industrie, donc buralistes, etc., c'est important qu'il y ait une politique de transparence également en vigueur pour ces différents acteurs. Concernant les régulations, enfin l'impact des pratiques marketing, comment les contrer, développer des réglementations les plus complètes possibles, c'est-à-dire avec une interdiction la plus grande possible pour les publicités, parce qu'on voit bien, je vous ai expliqué la loi E20, où donc on peut faire de la pub, mais le contenu doit être régulé. On voit bien qu'il y a toujours des tentatives de faire du lobby pour casser ça, pour atténuer ça, puis il y a beaucoup de cas quand même où la loi n'est pas respectée, notamment en France. Donc, l'idée, c'est de faire des réglementations les plus strictes possibles. La loi E20 sur le tabac, par exemple, elle interdit toute forme de pub. Mettre en place des systèmes de contrôle réguliers pour regarder ce qui se passe au niveau du marketing, parce qu'on sait très bien que ces grands industriels ne respectent pas toujours la loi, en particulier en ce moment par rapport à la loi E20 alcool. Il y a un peu un sentiment d'impunité totale par rapport à tout ce qui se passe sur l'alcool et la promotion de l'alcool. Et puis, réfléchir aussi à des outils de santé publique qui peuvent contrer ce marketing quand on n'arrive pas à interdire complètement le marketing, en mettant des avertissements sanitaires, en passant des paquets de cigarettes neutres pour contrer l'attractivité des paquets de cigarettes classiques, en mettant en place des campagnes de prévention dans les médias par des acteurs comme Santé publique France, par exemple, entre autres thématiques, entre autres mesures. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Un grand merci, Karine et Anna. Et merci à tous pour votre écoute. On a déjà des questions dans le chat. Donc, je vais vous les poser, mais vous pouvez aussi les voir si vous voulez les lire en même temps. Donc, la première question qu'on a de Cédric Camp, aussi de notre réseau, de l'IREPS. Existe-t-il des travaux analogues sur l'industrie agroalimentaire? Et en deuxième question, quelles seraient vos recommandations pour une approche éducative et de développement du pouvoir d'agir des populations impactées par ces déterminants commerciaux? Donc, en gros, est-ce qu'on peut passer hors du tabac et de l'alcool à l'agroalimentaire et comment est-ce qu'on fait pour agir là-dessus? Merci Oui, beaucoup. merci pour cette question. Oui, il y a beaucoup de travaux, alors beaucoup de travaux en anglais, publiés en anglais sur le lobbying de l'industrie agroalimentaire. Et puis, je vous conseille du coup de lire un ouvrage qui est sorti récemment en France de collègues de Sciences Po, Daniel Benyamouzig et Joanne Cortinas, qui ont publié un petit ouvrage très agréable à lire sur le lobbying de l'industrie agroalimentaire en France. Donc, oui, il y a énormément de travaux et sur le marketing aussi. Bon, à un moment, je m'étais intéressée à ça. Après, on ne peut pas tout faire, mais il y a beaucoup de travaux sur l'impact du marketing des produits agroalimentaires, notamment sur les enfants.
Alors moi, enfin, c'est très intéressant votre question parce que parfois quand on intervient auprès des acteurs et des associations, ils voient tout de suite, ah ça pourrait être intéressant d'essayer de travailler là-dessus pour travailler enfin, pour augmenter les compétences psychosociales des enfants, notamment, hein, pour essayer de résister, d'augmenter leurs compétences à résister au marketing et d'être plus résistant aux techniques de marketing, de manipulation et de marketing. On appelle ça la théorie de l'inoculation. Donc oui, il y a quelques campagnes, hein, qui ont été faites sur ces sujets, alors notamment sur le tabac aux États-Unis, hein, qui dénonçaient la manipulation de l'industrie du tabac. Et c'est des campagnes qui ont plutôt bien fonctionné chez les jeunes. On ne le fait pas assez, enfin, à travers des campagnes ou autres, hein, je pense qu'il y a des assos qui le font, évidemment, qui utilisent ces sujets-là pour un peu exacerber l'esprit critique des jeunes. Mais on devrait probablement peut-être plus le faire parce que le côté perte de sa liberté et manipulation, c'est des arguments qui touchent beaucoup les jeunes. Et qui touche beaucoup mieux que d'uniquement parler des risques. On sait que voilà, parler par exemple du cancer du poumon à un jeune, ça va moins parler plutôt que d'évoquer cette manipulation des industriels. Merci beaucoup à toutes les deux. Et on a une deuxième question qui d'abord vous remercie pour cette présentation et ces travaux passionnants, et qui demande à quel point les décideurs politiques tiennent compte de vos travaux et de leurs conclusions. Et un deuxième point, réalisez-vous des recherches sur le sucre? Le sucre tue, mais les publicités sont plus qu'agressives. Je vous disais, sur l'agroalimentaire, nous, on est plutôt sur les comportements addictifs. Alors, il peut y avoir une addiction au sucre, hein, mais il y a d'autres travaux qui sont réalisés sur ces sujets, notamment au niveau anglo-saxon, beaucoup d'études sur le marketing et le lobbying des industriels agroalimentaires. Alors, écoutez, j'en aimerais bien le croire que les élus écoutent nos travaux. Bon, moi, j'ai une belle victoire que je garde toujours en tête, voilà, parce que c'est vrai que sur l'alcool, là, je pense que tout ce qu'on fait, et pas que moi, hein, il y a eu quand même une expertise collective INSERM qui est sortie en 2021 avec une mise à jour de la littérature scientifique des chercheurs français extrêmement brillants impliqués dans cette expertise collective, et ça n'a absolument pas été pris en compte. Voilà, alors la victoire qu'on a eue à un moment, c'était, en tout cas en lien avec nos travaux, hein, c'était sur le paquet neutre. Je sais qu'on m'avait dit que oui, les travaux qu'on avait pu faire sur le paquet neutre, ça avait probablement aidé à faire basculer la décision, à convaincre certains élus de l'intérêt de passer au paquet neutre en France. Il a été mis en place en 2017 en France. Et on avait été chargé, grâce à des financements Institut Cancer, de toute l'analyse un peu exploratoire et l'intérêt de ces paquets neutres en France par rapport au paquet du tabac très marketé. Donc voilà, mais malheureusement... en fait, on est en train, dans l'étude FELITAF dont je vous ai parlé là, sur le lobby tabac, on est en train de faire des études en ce moment mais c'est pas encore prêt et ni publié, sur la façon dont les élus perçoivent leur lien avec les industriels du tabac, et on a fait aussi une petite étude sur l'alcool là-dessus. Comment ils reçoivent les arguments, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, ça va éclairer sur la question que vous posez. Mais c'est vrai que c'est malheureusement... je ne suis pas sûre que ces travaux-là soient très, très écoutés et très pris en compte par la majorité, en tout cas, des élus. Merci Karine. Après, on a deux commentaires, donc un de Nif qui vous dit merci, et puis un de Françoise Chaptal. Merci pour cette présentation. Effectivement, tout cela paraît presque évident. Je suis étonnée de découvrir qu'il faille encore alerter sur l'impact des lobbies et du marketing, notamment par rapport aux documents de l'Assemblée nationale. Mm. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça nous paraît évident tout ça, vu qu'on baigne dedans en plus, mais et même, alors nous, on intervient beaucoup à l'école des hautes études en santé publique, hein, en master prévention, par exemple. On pourrait se dire, bon, voilà, c'est un peu évident pour les étudiants qu'on a en santé. Et non, hein, pas du tout. Hein. Ils découvrent beaucoup de choses. Alors, ils se doutent, si vous voulez, ils ont quand même un minimum de connaissances, mais ils ne se doutent pas jusqu'à quel point ça peut aller, quoi. Alors, ensuite, on a une question de Nora Moujid, aussi de notre réseau. Merci Nora. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Quels sont les liens que vous avez avec d'autres acteurs, CF Diapo, avec d'autres acteurs, sachant que vous focalisez sur les politiques et le marketing? Alors, les autres acteurs, bon, déjà, on travaille beaucoup avec d'autres chercheurs, comme je vous le disais. Moi, je ne fais pas du tout mes travaux toute seule. Donc, on travaille avec des chercheurs en neurosciences, je vous en ai un petit peu parlé, en sciences politiques.
en sociologie, en psychologie également. Donc, ça, c'est les rapports qu'on peut avoir avec d'autres chercheurs. Avec les acteurs, en fait, étant donné nos travaux, et vu qu'on est un petit peu, ou on a la chance d'être un peu précurseur sur ces sujets, bah, on est beaucoup intégré dans des commissions nationales. Bon, je vous parlais enfin, Béatrice parlait tout à l'heure des différentes commissions. Bon, moi, je travaille beaucoup avec Santé publique France. Je faisais partie, là c'est fini, mais du conseil scientifique de l'Office français des drogues et des tendances addictives. Je travaille aussi avec l'OMS. Je fais partie de groupes d'experts en ce moment au niveau de l'OMS, un sur le marketing et alcool et l'autre sur les avertissements alcool. Et puis, au-delà de ces acteurs un peu peut-être publics, institutionnels et internationaux, je travaille aussi beaucoup avec des ONG à l'international, Eurocare par exemple en Europe, ou Alcohol Focus Scotland en Écosse. Et on travaille aussi beaucoup avec des associations françaises. Par exemple, nos interlocuteurs, il y en a beaucoup, hein, mais nos interlocuteurs phares, on va dire, c'est l'Addiction France. Le livre que je vais sortir sur l'alcool, par exemple, c'est avec le président d'Addiction France, Bernard Basset. On travaille aussi beaucoup avec le Comité national contre le tabac. On travaille beaucoup aussi avec l'Alliance contre le tabac. Voilà pour les principaux acteurs avec qui on échange. Et puis, on est quand même régulièrement sollicité par les journalistes. Des fois, on n'a pas toujours le temps de répondre, mais voilà, on a aussi ces acteurs-là dans dans nos cibles, si je puis dire, si je peux m'exprimer en termes de marketing. Merci Karine. Une autre question de Brahima. Avez-vous déjà conduit cette étude dans un pays en développement comme les nôtres où l'impact des industries sur les décisions politiques sont énormes? Aussi, quelles approches utilisez-vous pour le changement de comportement issu des résultats de vos travaux? Alors, non, on ne l'a pas fait. En revanche, il y a des études qui ont été publiées, pas forcément beaucoup, malheureusement, mais certaines études qui ont été publiées sur plus le lobbying que le marketing dans les pays en voie de développement. Après, toute la problématique, c'est d'avoir des chercheurs qui peuvent faire ça en local correctement, quoi, voilà, et surtout avec des budgets. C'est pas évident de trouver des budgets dans certains pays. Mais oui, sur l'agroalimentaire et il me semble que sur le tabac aussi, il y a des choses sur le lobbying et sur l'alcool aussi, dans le lobbying alcool. Notamment sur tout ce qui est régulation du marketing, il y a eu quand même des choses. Parce qu'il y a certains pays en voie de développement qui se positionnent par rapport à la Convention cadre anti-tabac de l'OMS vers des mesures type interdiction de publicité, etc. Donc là, il y a eu du lobby et ça a été analysé par certains chercheurs. Oui, je ne sais plus l'autre partie de la question, en revanche. C'est comment est-ce qu'on traduit en fait vos travaux en changement de comportement? En fait, nous, ce qu'on explique régulièrement, ce que me disait Anna, c'est qu'on alerte sur le fait que c'est pas suffisant et que si on fait des campagnes de prévention ou des campagnes d'éducation, il faut prendre en considération la concurrence, comme on le disait au début. Et que ça permet de comprendre que parfois, les campagnes de prévention qu'on pense vraiment très bonnes, etc., elles ne sont pas aussi efficaces qu'on peut le penser pour changer les comportements. Parce qu'en fait, en face, souvent, les acteurs de la santé publique, ils oublient qu'il y a un déséquilibre très fort entre les sommes colossales dépensées en marketing par le tabac, l'alcool ou autre, et les sommes malheureusement très modestes dépensées par les acteurs de la santé publique. Et du coup, l'individu va être beaucoup plus exposé au marketing de l'alcool, par exemple, aux campagnes de prévention, ce qui fait que les campagnes de prévention vont avoir un effet vraiment beaucoup moins fort que si elles pouvaient être proposées dans un contexte sans marketing. D'où l'intérêt aussi de la régulation et de l'interdiction de la publicité. Je vous donne un petit exemple, et encore, c'est sous-estimé. Dans l'expertise collective INSERM, il y a eu une évaluation un peu par Santé publique France des sommes dépensées par l'industrie de l'alcool sur la pub, rien que sur la publicité et pas sur les réseaux sociaux. On est à peu près à 250 millions d'euros par an de dépenses de publicité de ces industriels en France. Et sur les budgets de prévention alcool, les campagnes de prévention dans les médias, on doit être, si on intègre les assos, etc., on doit être peut-être à 4 ou 5 millions.
par an de campagne de prévention. Donc, vous voyez un peu le déséquilibre. Donc forcément, si on ne prend pas en compte ces éléments-là et qu'on n'essaye pas par différentes manières de bloquer les campagnes de publicité, les campagnes de marketing massives qui sont faites avec des ingénieurs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, bah, toutes vos actions de prévention, elles vont avoir un effet bien moindre sur les changements de comportement. On a un commentaire de Françoise. Je pense qu'il y a d'une grande importance à alerter et informer les jeunes via les réseaux sociaux sur ces déterminants et leur impact et la méfiance que nous devons tous développer. En tant que patients experts, nous pouvons aussi alerter et informer notamment en séance d'éducation thérapeutique. C'est un peu tard car nous avons plus souvent accès à des populations de malades, mais il faut peut-être développer nos actions auprès des lycéens et étudiants. Voilà mes idées. Merci beaucoup. Et ça fait une bonne transition vers la question de Séverine. Qui nous dit: «Merci pour votre présentation et nous pourrions envisager de créer des séances d'éducation thérapeutique des patients concernant les déterminants commerciaux de la santé sur leur propre santé. Qu'en pensez-vous?» Ah bah non seulement je pense que c'est une excellente idée, mais on le fait un petit peu. Alors, on est en cours d'un projet là, mais je travaille avec une collègue du CHU de Brest, Morgane Guillou-Landréat. Et en fait, je vous ai un petit peu dit, mais rapidement, au début de la présentation, qu'on avait interrogé des patients alcooliques en cure de sevrage dans son centre d'addiction, enfin le centre d'addiction qu'elle manage, enfin qu'elle pilote. Et donc, on les a exposés à différentes formes de marketing qu'ils rencontrent quand ils sortent de leur cure de sevrage, que ce soit le prix, le packaging, la pub, alcool. Et en fait, on veut utiliser ces éléments-là pour renforcer en fait la capacité de résistance des patients qui sortent de ce centre pour résister à tout le marketing qui est proposé dans leur environnement. Parce que si vous voulez, à la base, ce qui nous a réunis dans ce projet avec Morgane, c'est c'est elle qui elle se rendait compte que parmi les facteurs de rechute, il y avait très clairement le marketing. Les gens sortaient de leur cure de sevrage alcool, ils arrivaient dans un supermarché, il y avait des promotions monstrueuses sur la bière, sur des bouteilles de whisky, etc. Et en fait, ils craquaient. Donc, elle avait proposé ce projet-là pour financement Inca, donc ça avait été accepté. Et donc, dans la partie un peu éducation ou à quoi ça sert pour ces patients, il est prévu de faire des séances d'éducation thérapeutique, ou en tout cas de sensibilisation au marketing et comment résister à ce marketing que les patients, malheureusement, trouvent quand ils sortent de l'hôpital, dans leur environnement quotidien. Notamment les points de vente, on ne se rend pas forcément compte à quel point le marketing des points de vente est agressif sur l'alcool. Déjà, on a de l'alcool partout, évidemment dans le rayon alcool, mais aussi ailleurs, dans le rayon pâtisserie, vous allez voir, bah tiens, le champagne, nana. On a des promotions prix énormes sur l'alcool. On a des ventes d'alcool à l'unité, ce qui fait qu'on peut acheter de la bière pour 50 centimes d'euros, ce qui est moins cher qu'un ticket de métro. Donc pour les jeunes, c'est extrêmement important d'avoir un accès pas cher à ces produits. On a également du merchandising, des publicités sur le point de vente qui d'ailleurs ne respectent pas toujours, loin de là, la loi E20 sur l'alcool, qui sont très, très agressives et qui attirent l'attention. Ça, en fait, on avait fait une étude avec l'OFDT sur la façon, enfin, la présence de la publicité alcool pour les jeunes, des mineurs. Et les points de vente ressortaient vraiment comme un point où ils voyaient beaucoup de publicité, de marketing sur les marques d'alcool. Merci beaucoup, Karine. Je vois qu'on arrive à la fin de l'heure. Il reste encore des questions. On va peut-être devoir clore pour rester dans le timing. Mais ce que je propose, c'est que on partage sur notre LinkedIn Concept les références parce qu'elles sont demandées. Donc, Karine, n'hésite pas à me les envoyer. J'ai déjà fait plusieurs posts pendant le webinaire. Donc, vous pourrez mettre en dessous les références de vos livres. Et peut-être aussi, je pense que ce sera trop long pour répondre maintenant. Mais en tout cas, réfléchir aux questions qu'il y avait sur comment est-ce qu'on fait intervenir d'autres professionnels de santé, d'autres acteurs, et notamment comment est-ce qu'on pourrait faire un marketing d'aller vers plutôt que de lutter contre.
Donc, ça peut être des idées à réfléchir et à poursuivre en discussion, que je vous invite à discuter sur LinkedIn, sur notre post. Et j'en profite aussi, donc vraiment vivement pour vous remercier, hein, Karine et Anna, et à vous inviter tous, si ce format vous a plu, à nous rejoindre donc, les mercredis suivants. Donc, le Meet and Share, c'est vraiment un événement qui est mensuel de notre réseau Concept. Et le prochain Meet and Share, ça sera le 20 mars. Et ça sera avec Nive Redmond et Claudia Damiano. Ce sera sur la recherche participative. Donc, nous enverrons la com bien rapidement, hein, dès la semaine prochaine. Donc, vous pourrez vous inscrire pareil et puis nous suivre. Et puis, on aura encore d'autres réunions tous les mois. Je vous remercie vraiment à tous. Béatrice, peut-être tu voudrais conclure? Ah, on ne t'entend pas, il y a ton micro qui est coupé. Juste pour vous dire un immense merci pour cette très pertinente et riche présentation qui donne évidemment plein aussi de choses à moudre pour nos travaux dans Concept. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. C'était à nouveau un beau succès. Et merci à Pauline de l'organisation de ce Meet and Share. Et donc, rendez-vous à tous le mercredi 20 mars pour le prochain Meet and Share. Bon après-midi à tous. Merci à tout le monde. Merci à Concept. Au Merci revoir. pour Merci l'invitation. beaucoup. Au revoir. Et retrouvez-nous du coup sur LinkedIn et puis sur YouTube très prochainement pour la suite. À très bientôt. À très bientôt.